suite à l'ultimatum de mon père, exigeant des excuses de mon fils ou notre départ définitif après que ma nièce ait gâché son déjeuner, j'ai choisi de partir. Face au sourire de ma sœur, j'ai pris mon fils et je suis parti sans un mot. Le lendemain, à 6 heures du matin, mon père me suppliait à ma porte. La boue était encore sur sa chaussure quand mes mains l'ont trouvé. Noah n'a pas pleuré. C'est la partie qui importe avant tout. Mon fils de 7 ans se tenait au bord du jardin de mon père, tenant une assiette en carton vide des deux mains, et le sandwich au beurre de cacahuète de ce matin-là était face contre terre dans le parterre de fleurs. Écrasé dans la terre humide par une fillette de 5 ans qui l'avait fait en souriant. Et mon fils n'a pas pleuré. Il se tenait là avec cette assiette en carton, me regardant de l'autre côté de la cour, et il a attendu parce que c'est ce que son père lui avait appris à faire quand quelque chose tourne mal. On attend la personne qui va réparer. Mes genoux ont touché l'herbe. Mon pouce a essuyé la boue de sa basket. Ma main a pris la sienne. Derrière nous, la table était toujours pleine. Mon père Léon, ma sœur Pauline, son mari Thierry, sa fille Zoé, qui venait de faire tomber une assiette des mains d'un enfant plus grand et l'avait regardé atterrir. Et Pauline toujours assise sur sa chaise avec son thé glacé, regardant toute la scène avec un sourire qu'elle n'essayait même pas de cacher. Zoé, présente tes excuses à Noah, a dit ma voix. C'est tout. Pas de volume élevé, pas de doigts pointés. Une phrase, la façon dont on dit quelque chose quand on attend une décence élémentaire de personnes qui partagent notre sang. Pauline a croisé les bras, pourquoi ? Il jouait. Il ne jouait pas. Noah était assis seul à la table des enfants en train de manger son déjeuner. Zoé est venue, a attrapé l'assiette et l'a jetée. Ma femme Cécile l'a vue depuis la fenêtre de la cuisine. Elle sortait déjà quand mes pieds sont arrivés les premiers auprès de Noah. Thierry s'est penché en arrière sur sa chaise et s'est curé les dents. Les enfants sont des enfants, mec. Ton garçon est trop sensible. Mon père s'est levé du bout de la table. Il avait observé toute la scène et n'avait pas dit un seul mot à Zoé. Pas un mot. Mais au moment où son fils a demandé à sa petite fille de s'excuser, il s'est redressé comme si les murs de sa maison avaient été insultés. Elle a 5 ans, a dit Léon. Et ton garçon était assis à sa place. Il n'y a pas de place attitrée, papa. Il mangeait son déjeuner. Pauline a décroisé ses jambes. Gauthier, tu fais une scène pour un sandwich. Zoé jouait et Noah devrait apprendre à tenir son assiette. Elle ne l'a pas fait tomber, Pauline. Elle l'a attrapée et l'a jetée. Oh, allez. Tu t'entends, Thierry ? Dis-lui. Thierry a essuyé sa bouche avec une serviette qu'il n'avait pas utilisée. Ton enfant était là, l'air d'un chiot battu, mec. Peut-être que si tu le durcissais un peu, les autres enfants ne l'embêteraient pas. Thierry, c'est entre mon père et moi. Léon a frappé la table. Pas fort. Juste assez pour faire teinter les assiettes. Fais que ton fils s'excuse tout de suite, a-t-il dit. Sa voix a porté à travers la cour comme un marteau de juge. Ou emmène tes enfants hors de ma maison pour toujours. La table est devenue immobile. Les fourchettes se sont arrêtées. La main de Cécile s'est figée sur la rampe du porche. Le sourire de Pauline s'est élargi. Thierry a tendu la main vers un autre morceau de pain de maïs comme si le verdict avait déjà été rendu et que le reste n'était que paperasse. Et oncle Bernard, le frère aîné de mon père, assis au bout de la table, les deux mains enveloppées autour d'un verre d'eau. Bernard ne souriait pas. Bernard me regardait comme on regarde quelqu'un qui se tient au bord de quelque chose dont il ne pourra pas revenir. Léon, a dit Bernard doucement. La fille a jeté sa nourriture. Ne t'en mêle pas, Bernard. Bernard a fermé la bouche. Il a posé son verre d'eau. Il m'a regardé et dans ce regard, il y avait chaque dîner du dimanche, chaque réunion de famille, chaque fois que Bernard avait vu Léon choisir Pauline plutôt que moi et n'avait rien dit parce que c'est ce que fait sa génération. Ils regardent, ils témoignent, et ils se souviennent. La main de mon fils était toujours dans la mienne. Ses doigts étaient chauds et confiants. Il me regardait, attendant de voir ce que son père ferait quand le monde était injuste. Alors son père lui a montré. Noah est passé sur ma hanche. Cécile avait déjà ouvert la porte de la voiture. Le sac à langer était sur le siège. La veste de Noah était pliée sur la console. Ma femme avait cessé d'attendre de la justice de la maison de mon père il y a environ 3 ans.
Elle l'a simplement attachée, est montée elle-même et a fermé la porte. Mais avant que le camion ne parte, Léon s'est penché vers la fenêtre ouverte. Et voici ce qui est sorti de sa bouche. Devant oncle Bernard, devant Cécile, devant toute la cour. Ton garçon est mou. Parce que tu es mou, Gauthier. Tu as épousé une femme qui range des livres pour vivre. Et tu penses que c'est une vie. Tu te faufiles sous les maisons des gens en tirant des fils comme si la mort de ta mère te donnait la permission d'arrêter d'essayer. Pauline a bâti une vraie famille. Ta mère aurait été fière d'elle. Elle t'aurait regardé et t'aurait demandé ce qui s'était passé. Les jointures de Cécile sont devenues blanches sur la poignée de porte. Sa mâchoire s'est serrée d'une manière qu'on n'avait vue qu'une seule fois auparavant, le jour où un parent lui avait crié dessus à la bibliothèque de l'école et qu'elle avait tenu bon sans élever la voix. Noah était sur le siège arrière, regardant ses propres chaussures. 7 ans et il comprenait le ton. Il comprenait que son grand-père venait de dire quelque chose sur son père qui ne pouvait pas être retiré. Oncle Bernard a posé son verre si fort que les regards se sont tournés. Il a regardé Léon comme un homme regarde un frère qu'il ne reconnaît plus. C'était indigne de toi, Léon, a dit Bernard doucement. Léon ne l'a pas reconnu. Personne d'autre à table n'a bougé. Personne n'a défendu ma femme. Personne n'a défendu mon fils. Personne n'a défendu l'homme qui avait maintenu leurs lumières allumées pendant 7 ans. Pauline a examiné ses ongles. Thierry a mâché son pain de maïs. La fenêtre est montée. Le camion est parti à la même vitesse que d'habitude. Pas de crissement de pneus. Pas de sortie dramatique. Juste un homme quittant une maison qui ne traiterait jamais son fils comme le garçon le méritait. À 6 heures du matin le lendemain, mon père se tenait sur mon porche dans les mêmes vêtements qu'il avait portés à table, frappant à ma porte des 2 poings. Et le mot qu'il répétait était « s'il te plaît ». Mais la route entre ce déjeuner et ce porche est la vraie histoire. Il s'agit de 7 ans de travail gratuit, d'une bague de femme décédée, d'un formulaire de bénéficiaire falsifié sur une police d'assurance vie, et du moment où un homme qui câble des bâtiments pour vivre a déconnecté celui que son père avait construit avec de l'argent volé. Ma mère, Hélène, est décédée il y a 8 ans, d'un cancer de l'ovaire. À 54 ans, elle est passée du diagnostic à la disparition en 11 mois. Et la seule chose qu'elle m'ait demandé de faire pendant ces dernières semaines était de prendre soin de la famille. Pas de moi, pas de ma propre vie, de la famille. À 26 ans, avec une licence de maître électricien vieille de 6 mois et une entreprise enregistrée sous son nom de jeune fille, Électricité Mercier, son fils a dit oui. Elle n'a jamais vu la première facture. Après son décès, Léon s'est ressaisi comme les hommes de sa génération le font. Pas de deuil public. Il a vendu la maison familiale en 4 mois, a déménagé dans un endroit plus petit près de la périphérie de la ville, et a utilisé l'argent de la vente, plus ce qu'il appelait les fonds restants d'Hélène, pour acheter une propriété locative de 4 unités sur l'avenue Gambetta. 2 duplex côte à côte. 380 000 € au total avec un acompte de 92 000 €. La question de savoir d'où venait cet acompte n'a jamais quitté ma bouche. Un jeune homme de 26 ans dont la mère vient de mourir n'interroge pas les chiffres de son père. Il lui fait confiance. Ce fut la première erreur. En 6 mois, Léon m'a demandé de recabler l'unité 1. Le tableau électrique datait de 1974. Câblage en aluminium, pas de prise avec protection différentielle, boîte de disjoncteurs maintenue avec du ruban isolant. Un électricien agréé aurait facturé 11 000 € pour ce travail. Mes outils l'ont fait en 3 week-ends gratuitement. Léon a dit merci exactement une fois et ce fut pour le sandwich que Cécile a apporté pendant que le fil était tiré dans le vide sanitaire. Pendant 7 ans, les 4 unités ont été recablées. Chaque panneau amélioré, protection différentielle dans chaque cuisine et salle de bain, nouveau circuit pour les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation, éclairage extérieur, chaque détecteur de fumée remplacé. La juste valeur marchande de ce travail, selon 3 devis d'entrepreneurs différents obtenus il y a 2 semaines, 76 800 €. Léon facturait à ses locataires 2 100 € par unité. 4 unités, 8 400 € par mois, 100 800 € par an. Ce revenu locatif était la totalité de la retraite de mon père. Et chaque euro en découlait parce que les systèmes électriques installés par le fils qu'il appelait un homme à tout faire maintenaient ces unités conformes au code, assurables et habitables. Le numéro de licence et de caution de mon entreprise MC 4471 couvrait mon travail en tant qu'électricien agréé.
Chaque tableau, chaque prise, chaque circuit portait mon nom dans la base de données des permis de la ville. Si un inspecteur demandait qui avait câblé une unité, la réponse était Gauthier Mercier, Électricité Mercier. Et puis il y a eu la bague. La bague de mariage de ma mère était un simple anneau en platine avec un saphir unique que sa propre mère lui avait donné. Pas cher selon les standards de la joaillerie, peut-être 3200 € à l'estimation. Mais c'était la seule pièce de ma mère qui existait encore dans le monde physique. Les vêtements, les livres, les outils de jardin, les fiches de recettes. Léon les avait donnés ou jetés dans l'année suivant sa mort. Avant de mourir, ma mère a écrit une instruction sur la carte d'estimation de la bague. Son écriture signée est datée avec Bernard comme témoin, cette bague ira à celui de mes enfants qui me donnera mon premier petit enfant. Noah est né en juin 2019. Premier petit enfant de plus de 2 ans. Zoé n'est arrivée qu'en novembre 2021. La bague aurait dû me revenir. Au doigt de Cécile, à une boîte dans la chambre de Noah. Léon l'a donnée à Pauline lors de son mariage en août 2022. Il l'a placée sur un coussin de velours pendant le discours de réception, a appelé Pauline, la fille dont Hélène avait toujours rêvé, et l'a glissée à son doigt tandis que 100 personnes applaudissaient. Noah avait 3 ans. Il était assis sur les genoux de Cécile à la table 9, la table la plus éloignée de la table d'honneur, et personne ne les a remarqués ni l'un ni l'autre. J'ai failli le dire cette nuit-là. Les mots étaient alignés dans ma gorge comme une mèche déjà allumée. Mais Noah dormait contre l'épaule de Cécile, son pouce accroché au col de sa robe, et la mèche s'est éteinte. Parce que ma mère m'a demandé de prendre soin de la famille, et son fils écoutait toujours la voix d'une femme décédée. Oncle Bernard m'a trouvé devant la salle de réception, appuyé contre mon camion. Bernard ne dit jamais grand-chose. 31 ans à livrer du courrier dans le même code postal. Un homme qui voit tout et ne commande presque rien. Mais cette nuit-là, il a posé sa main sur mon épaule et a dit « Hélène n'aurait pas fait ça ». 4 mots. Suffisant. Parce que Bernard était la seule personne de cette famille qui m'ait jamais regardé et ait vu ce qui était porté. C'était la plus petite trahison. La bague, l'attribution de table, le discours sur la fille dont Hélène rêvait, comme si le fils qui câblait la retraite de son mari n'existait pas dans la même pièce. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui a fait surface 3 semaines avant le déjeuner du dimanche. Fourniture Henri. Un mardi après-midi, une caisse de Ronx de calibre 12 pour un travail commercial à Mirefleurs. Charles, le gars du comptoir, a ouvert mon compte et a froncé les sourcils. Et, Gauthier, tu gères une équipe dans le sud maintenant? J'ai environ 9 factures sous ta licence ce trimestre. Des zones différentes de tes habituelles. Quelle facture? Sous MC 4471. Le nom du client est Services électriques Voss. Ils ont retiré des disjoncteurs Ronx, des boîtes de prise. Des trucs résidentiels, mais le compte est lié à ta licence. Montre-moi. Charles a tourné l'écran. 9 factures. Toutes résidentielles. Toutes facturées sous mon numéro de licence. Chacune d'elles déposée par Thierry Voss. Tu connais ce gars, Voss, a demandé Charles. C'est mon beau-frère. Oh, le visage de Charles a changé. Le froncement de sourcils s'est transformé en autre chose. Le regard d'un homme qui réalise qu'il vient de donner à quelqu'un une information qui va réarranger une famille. Écoute, Gauthier, je ne demande que parce que les zones ne correspondaient pas. Si c'est une affaire de famille, je peux juste mettre à jour le compte. Non. Imprime chaque facture, toutes celles des 2 dernières années. Charles a imprimé 19 pages. La pile est restée sur le siège passager de mon camion pendant tout le trajet jusqu'à la maison et son poids n'avait rien à voir avec le papier. Le mari de ma sœur, l'homme qui n'avait jamais réussi un examen de licence, qui n'avait jamais détenu une carte de compagnon, qui était au chômage depuis 14 mois et disait à tout le monde lors des dîners de famille qu'il était consultant. Cet homme avait effectué des travaux électriques sans licence sous mon nom pendant 2 ans. Les registres montraient 41 emplois, 42 000 € de revenus, aucun permis déposé, aucune inspection demandée, aucune assurance. Si l'un de ces travaux échouait, si un fil surchauffait, si un disjoncteur ne se déclenchait pas, si un enfant touchait une prise sous tension dans une salle de bain câblée par Thierry sans protection différentielle, la responsabilité me retombait dessus, ma licence, ma caution, mon entreprise. Le revenu de ma famille. Thierry n'était pas seulement une sangsue.
Il était une mèche allumée scotchée au mur de tout ce qu'Électricité Mercier avait construit. J'ai failli appeler mon père cette nuit-là. Le téléphone était dans ma main, son nom sur l'écran, mon pouce sur le bouton vert. Mais quelque chose a maintenu mon pouce immobile. Pas la peur, pas la prudence. Un sentiment a pris après des années à tracer des fils à travers les murs. Le sentiment qui dit, le circuit n'est pas encore complet. Il y a plus. Continue de chercher. 2 semaines avant le déjeuner du dimanche, un voyage chez Léon pour remplacer un disjoncteur défectueux dans l'unité 3. Le travail a pris 40 minutes. Ensuite, l'évier de la cuisine pour me laver les mains. Et là, sur le comptoir, un dossier en papier craft avec le logo d'une société de titres sur l'onglet. Service de titres du Pont-Neuf. Le dossier n'aurait pas dû être ouvert. Mais quelque chose dans la façon dont il était posé là, juste à côté de la cafetière, juste là où mes outils reposent toujours, suggérait qu'il avait été placé pour que je le voie ou placé là parce que personne n'avait jamais pensé que l'électricien regarderait à l'intérieur d'un projet d'accord de transfert de propriété. Les 4 unités de location de l'avenue Gambetta transférées de Léon HB à Pauline HB Voss et Thierry Voss. Date de transfert, 15 août 2026. 3 semaines après ce mardi dans la cuisine. Tout ce qui avait été construit par 7 ans de travail gratuit. Chaque fil tiré. Chaque tableau amélioré. Chaque week-end dans les vides sanitaires pendant que Pauline était au brunch, tout cela cédé à la sœur qui n'avait jamais changé une ampoule et au beau-frère qui commettait une fraude de licence sous mon nom. Le dossier est retourné sur le comptoir. La serviette accrochée à la poignée du four a séché l'eau de mes poignets. La serviette que ma mère avait brodée de petites fleurs bleues quand son fils était au collège. La serviette que Léon n'avait pas remarquée était toujours là. Et puis le tiroir du bureau s'est ouvert. Une police d'assurance vie temporaire métropole. Numéro de police TL 88740201. Assuré Hélène-Marie HB. Prestation de décès 180 000 €. Bénéficiaires originaux Gauthier HB et Pauline HB, date de dépôt 14 mars 2017, mais attaché au dos de la police se trouvait un formulaire de changement de bénéficiaire daté 6 semaines avant le décès d'Hélène. Il remplaçait les 2 enfants et nommait Léon HB comme seul bénéficiaire. La signature était tremblante, à peine lisible, témoignée seulement par l'un des compagnons de boisson de Léon, et datée de la semaine où Hélène recevait une forte sédation en soins palliatifs. Elle pouvait à peine soulever une tasse cette semaine-là, mais d'une manière ou d'une autre, elle a signé un formulaire qui redirigeait 180 000 € loin de ses 2 enfants et entre les mains de l'homme assis à côté de son lit. Les registres de paiement montraient un décaissement complet à Léon. 80 000 € et la compte de 92 000 € sur les propriétés de l'avenue Gambetta sont sortis de son compte 4 mois plus tard. Les dates correspondaient à la semaine. La mort de ma mère a financé les bâtiments. Mon travail les a maintenus debout. Ma licence les a protégés de toute responsabilité. Et mon père était sur le point de les donner à ma sœur et à l'homme qui utilisait mon nom pour enfreindre la loi. L'horloge du tableau de bord du camion a été fixée pendant 11 minutes devant cette maison. Les 2 mains sur mes genoux. Pas de cris, pas de coups sur le volant, comptant les minutes parce que si le compte s'arrêtait, les choses commenceraient à casser. Et il y a un garçon de 7 ans à la maison qui a besoin que son père revienne les mains propres et d'une voix calme. Un garçon qui attend la personne qui va réparer. Un garçon qui fait entièrement confiance à cette personne. La façon dont un fils fait confiance à un père qui ne l'a jamais laissé tomber. La façon dont un fils a autrefois fait confiance à Léon. Cette confiance était la chose dans le tiroir du bureau qui importait plus que tout montant en euros. C'était la chose que Léon avait passé 8 ans à faire semblant de mériter encore. J'ai failli retourner à l'intérieur et le confronter là, dans cette cuisine, avec la serviette à fleurs bleues et le dossier de transfert et la police d'assurance étalée sur le comptoir. Mais la photo de Noah accrochée au pare-soleil a attrapé la lumière de fin d'après-midi et ma propre voix est revenue. La voix utilisée pour dire à mon fils, quand quelque chose tourne mal, tu attends la personne qui va réparer. La personne qui répare les choses est rentrée chez elle et a appelé son avocate. Ruth Callaway s'occupait de la formation du LLC de l'entreprise. Elle a tout entendu. Elle a dit, photographie la police d'assurance et le formulaire de changement de bénéficiaire. Photographie les documents de transfert. Ne fais rien d'autre. Lundi matin, elle déposerait une action civile demandant une fiducie constructive sur les propriétés achetées avec les produits d'assurance contestés, plus une réclamation pour enrichissement sans cause pour 7 ans de travail documenté effectué sans compensation.
Ma part de la police originale, 90 000 euros, la juste valeur marchande du travail, 76 800 euros. Une fois déposée, une litispendance s'attacherait aux 4 propriétés et empêcherait tout transfert propre pendant que la propriété serait litigieuse. 166 800 euros. Ce nombre s'accrocherait à ces propriétés comme un cadenas sur chaque porte. Rien ne serait transféré nulle part. Et puis est venu le déjeuner du dimanche. Cécile m'a demandé d'y aller. Elle ne savait pas encore ce qui avait été trouvé. Elle pensait que c'était un barbecue familial normal. Léon avait appelé le jeudi et avait dit « Amène le garçon ». Pauline veut que Zoé et Noah jouent ensemble. 5 semaines de silence avant cet appel. L'invitation semblait fausse, comme une pièce dont les meubles auraient été déplacés de 5 cm vers la gauche. Tout à sa place, mais rien là où il devrait être. Maintenant, la raison de l'appel est claire. Le transfert de propriété était prévu pour le 15 août. La réinspection de la ville des 4 unités locatives était prévue pour lundi matin à 8 h. Léon avait besoin de l'électricien agréé pour certifier les modifications récentes de Thierry avant que le transfert ne puisse se faire. Le déjeuner du dimanche n'était pas une réunion de famille. C'était une réunion de travail déguisée en assiette en carton et salade de pommes de terre. Il n'en a jamais parlé parce que Zoé a jeté le déjeuner de mon fils dans la boue et que Pauline a souri. Et Léon s'est levé et a exigé que le garçon s'excuse d'exister dans son espace et l'électricien est parti. Voici ce qui s'est passé après la disparition des feux arrière. Noah est allé au bain. Cécile lui a lu 2 chapitres d'un livre sur un ours qui construit un bateau. À 19h30, le sommeil l'avait emporté avec l'ours sous le bras. Cécile est descendue et s'est assise en face de moi à la table de la cuisine. Elle a regardé mon visage pendant longtemps. « Depuis combien de temps sais-tu » a-t-elle demandé. « C'est quoi ? Qu'ils allaient faire quelque chose comme ça. Tu n'as pas été surpris aujourd'hui, Gauthier. Tu étais prêt. » Elle avait raison. Elle avait toujours été plus perspicace que quiconque dans ma famille ne lui donnait de crédit. Léon l'appelait une « rangeuse de livres ». C'était la femme qui lisait mon visage mieux que quiconque. 3 semaines, fut la réponse et puis tout a suivi. La fraude de licence, les papiers de transfert, la police d'assurance, le formulaire de changement de bénéficiaire, les 90 000 euros qui auraient dû être sur un compte au nom de notre fils. Cécile n'a pas pleuré. Elle n'a pas élevé la voix. Elle a croisé les mains sur la table et a dit « Alors, nous avons fini d'être leur électricien. Nous avons fini d'être quoi que ce soit pour eux. Bien. Qu'est-ce que tu as besoin de moi? Reste avec Noah. » Puis la table de la cuisine est devenue un centre de commande. 4 appels téléphoniques. Premier appel, la ligne d'urgence antifraude du Conseil d'administration des licences électriques de l'État après les heures de bureau. Un rapport indiquant que Thierry Voss, un individu non licencié, avait effectué des travaux électriques sous le numéro de licence MC 4471 pendant environ 2 ans. Au moins 41 travaux documentés. 42 000 euros de revenus. Numéro de facture fourni, adresse fournie, enquête d'urgence demandée. Deuxième appel, la messagerie vocale du bureau des bâtiments et permis de la ville. Une notification formelle que Gauthier Mercier, Électricité Mercier, se retirait en tant qu'électricien agréé pour tous les permis ouverts associés aux propriétés de l'avenue Gambetta. Toute modification récente non effectuée ou supervisée par Électricité Mercier devrait être traitée comme un travail non autorisé. Troisième appel, rue de Callaway. Accélérer le dépôt. Lundi matin, première chose, elle a confirmé. Quatrième appel, oncle Bernard. À 22h15, Bernard a répondu au deuxième appel. Bernard, maman avait une police d'assurance vie de 180 000 euros. Moi et Pauline étions tous 2 nommés bénéficiaires originaux. Quelqu'un a déposé un formulaire de changement 6 semaines avant son décès et a fait de papa le seul bénéficiaire. La signature ne semble pas correcte. L'argent est allé à papa. L'acompte sur Gambetta est venu de cet argent. Silence au bout du fil. Puis la voix de Bernard, basse et stable. Hélène m'a parlé de cette police. Elle m'a fait promettre de m'assurer que vous et Pauline receviez tous 2 votre part. Elle n'a jamais mentionné de changement. Aucune réponse n'était nécessaire. Bernard venait de confirmer qu'Hélène n'avait jamais eu l'intention de retirer ses enfants. Le formulaire de changement de bénéficiaire était soit falsifié,
soit signé dans des circonstances qu'aucun tribunal n'accepterait. Je serai à l'avenue Gambetta à 8 heures du matin. Bernard a dit que c'était tout. Les coups ont commencé à 5h48. La table de la cuisine avait encore la tasse de café de la veille intacte à côté de l'avis de retrait imprimé sur une seule feuille de papier. Le camion de Léon était dans l'allée. Le même camion dont l'attelage de remorque avait été recablé en novembre dernier gratuitement. Les phares étaient toujours allumés. De la vapeur s'élevait dessous le capot parce que Léon avait conduit 22 minutes dans la chaleur de juillet avec le moteur en surchauffe et l'air conditionné à fond, trop paniqué pour laisser quoi que ce soit refroidir avant de partir. 6 minutes de coups se sont écoulées avant que la porte d'entrée ne s'ouvre. Cécile est arrivée à l'embrasure de la cuisine dans sa robe de chambre. Elle a regardé la porte. Elle m'a regardé. Elle n'a pas demandé si elle allait s'ouvrir. Elle s'est juste versé un verre d'eau et s'est assise en face de moi. Il ne va pas partir, a-t-elle dit. Non, il ne va pas. Quand la porte s'est finalement ouverte, Léon se tenait les deux paumes à plat contre le cadre, respirant difficilement. Sa chemise était défaite. Ses cheveux n'étaient pas peignés. Il ressemblait à un homme qui n'avait pas dormi et avait découvert que le sommeil n'était pas la chose qu'il avait perdue. Gauthier, sa voix s'est brisée. L'inspection est à 8 heures. La ville a laissé un message disant que tu t'étais retiré en tant qu'électricien agréé. Que se passe-t-il? Tout ce que tu étais censé perdre. Il a essayé de me dépasser pour entrer dans la maison. Ma main sur le cadre de la porte n'a pas bougé. Remets juste ton nom sur les permis, a-t-il dit. Nous pourrons parler du reste plus tard. Plus tard a pris fin hier. Papa, et si je te payais? Je peux te payer pour le travail. Tout. Nous pouvons établir un échéancier. Tu as 7 ans de retard pour cette conversation. D'accord. D'accord. Et le transfert? Je vais retirer ton nom. Je garderai les propriétés à mon nom. Rien ne va à Pauline. C'est ce que tu veux entendre? Ce que je veux entendre, c'est le silence, papa. Et je suis à environ 30 secondes de l'obtenir. Gauthier, ta mère n'aurait pas voulu ça. Elle n'aurait pas voulu que ces garçons déchirent la famille. Ces garçons. C'est intéressant parce que sa police d'assurance vie originale nommait ses 2 enfants et 6 semaines avant sa mort, alors qu'elle ne pouvait pas tenir une tasse, quelqu'un a déposé un formulaire changeant le bénéficiaire en toi. Le visage de Léon a tressailli comme un disjoncteur qui saute. Il n'avait pas été au courant de la découverte. Il avait enterré ce formulaire dans un tiroir de bureau il y a 8 ans et ne s'était jamais attendu à ce que l'électricien l'ouvre. Voici ce que je sais. La voix est restée égale, la même vitesse utilisée pour lire un rapport d'inspection à un client qui n'a pas respecté le code. Tu as changé le bénéficiaire de la police d'assurance vie de 180 000 € de maman alors qu'elle était sous sédatif en soins palliatifs. Tu as encaissé la totalité du paiement. Ma part seule était de 90 000 €. Tu as utilisé 92 000 € de cet argent comme acompte sur l'avenue Gambetta. Ton fils a passé 7 ans à entretenir ses propriétés gratuitement. La juste valeur marchande de ce travail est de 76 800 €. Tu prévois de transférer les 4 unités à Pauline et Thierry le 15 août. Thierry a effectué des travaux électriques sans licence sous ma licence pendant 2 ans. 41 travaux, 42 000 € de revenus, pas de permis, pas d'inspection. C'est de l'entrepreneuriat sans licence, de la fraude de licence et une exposition pénale potentielle dans cet état. Tu as collecté 8 400 € par mois en loyer d'unité qui ne respecte le code que grâce au travail effectué par l'homme que tu as appelé un homme à tout faire glorifier. Mon avocate dépose une action civile lundi matin. Une litispendance est enregistrée sur les 4 propriétés. Le conseil des licences à ma plainte concernant Thierry et l'homme que tu as dit de s'excuser d'exister est la seule raison pour laquelle tu as eu une retraite. Chaque mot au même volume, à la même vitesse, sans colère, juste des faits. Tu as dit que ma mère aurait eu honte de ce que j'étais devenu. Tu as dit que Cécile range des livres pour vivre. Tu as dit que mon fils est mou parce que son père est mou. Tu as dit que Pauline a bâti une vraie famille. Tu as dit tout cela devant ton propre frère, devant ma femme, devant une table pleine de nourriture que ma famille a apportée. Alors, voici ce que maman a réellement bâti. Maman a bâti un fils qui a câblé ta retraite gratuitement. Maman a bâti un fils dont la licence est la seule chose qui te sépare de bâtiments condamnés.
Maman a bâti un fils qui a passé 7 ans à prendre soin de la famille qu'elle lui a demandé de prendre soin. Et tu as donné sa bague à celle dont la fille a jeté le déjeuner de son fils dans la terre. Le coup est tombé. Chaque mot que le vieil homme avait dit à table s'est retourné et s'est rebranché au mur comme un circuit qui se complète. Le visage de Léon a fait quelque chose de nouveau. Sa mâchoire s'est ouverte, mais aucun mot n'a été formé. Ses deux mains sont tombées sur les côtés et sont restées là comme si elles ne lui appartenaient pas. Son œil droit a tressailli 3 fois rapidement, comme un fil qui fait court-circuit. Son menton est tombé sur sa poitrine et y est resté. Les muscles de son cou avaient simplement cessé d'essayer. Sa peau a pris la couleur d'un journal mouillé. Il avait 62 ans et en paraissait 80. C'est la dernière fois que tu te tiens sur ce porche. Les mots sont sortis plats et définitifs. La dernière faveur. Le dernier appel téléphonique qui reçoit une réponse. Le dernier fil tiré dans tes bâtiments. Le dernier euro de valeur porté pour tes propriétés. Nous avons fini. Pas à cause d'hier, à cause de chaque jour avant. La porte s'est fermée. Léon est resté sur le porche pendant 14 minutes. Cécile a regardé depuis la fenêtre d'en haut. Il n'a plus frappé. Il a marché lentement vers son camion comme un homme traversant de la glace et est parti sans allumer ses phares. L'inspection était lundi, 8 heures, avenue Gambetta. L'inspectrice municipale était une femme nommée Marianne Chen. 12 ans à inspecter des propriétés dans ce district. Elle est arrivée avec un bloc-notes, un testeur de tension et un agent adjoint du code de l'urbanisme nommé Fournier. Léon était déjà là, debout entre l'unité 1 et l'unité 2 avec un dossier à la main. Le dossier était presque vide. Il avait le titre de propriété. Il avait les contrats de location. Il n'avait pas d'électricien agréé prêt à certifier les modifications récentes. Monsieur Ashby, a dit Marianne Chen. J'ai un avis de retrait d'électricité Mercier daté d'hier soir. Ils ne sont plus l'électricien agréé pour ces propriétés. Êtes-vous au courant? Il y a eu un malentendu. Léon a dit, Gauthier est mon fils. Il va remettre son nom. Ce n'est pas ce que dit l'avis. Il indique également que les modifications récentes n'ont pas été effectuées ou supervisées par Électricité Mercier. Pouvez-vous me dire qui les a effectuées? La bouche de Léon s'est ouverte et fermée. Le dossier dans sa main tremblait. 2 locataires regardaient depuis le trottoir. La famille Okafor de l'unité 2, un couple avec 2 enfants de moins de 10 ans. Dana Whitfield de l'unité 4, une mère célibataire qui travaillait de nuit comme technicienne en pharmacie, tenant une tasse de café des 2 mains, regardant la scène avec l'expression impassible d'une femme qui a déjà vu des propriétaires échouer. Et oncle Bernard appuyé contre sa vieille Peugeot au bout de l'allée. Il était arrivé à 7h45. Il n'avait pas parlé à Léon. Sa présence était le message. Thierry est arrivé à 8h15 dans un camion avec un aimant, service électrique Voss, sur la porte. Il n'était pas censé être là, mais l'instinct de Thierry quand les choses tournent mal est de s'insérer au centre et d'essayer de s'en sortir par la parole. Marianne Chen a regardé l'aimant sur le camion de Thierry. Elle a regardé son bloc-notes. Êtes-vous un entrepreneur électricien agréé, monsieur? Le sourire de Thierry, le même sourire porté pendant 4 ans lors des dîners de famille. Le sourire d'un homme à qui on n'a jamais demandé de produire un titre de compétence de sa vie, a disparu de son visage. Je travaille sous la licence de Gauthier Mercier, a dit Thierry. La firme de monsieur Ashby s'est retirée en tant qu'électricien agréé. Détenez-vous votre propre licence? Pas exactement, mais j'ai fait le travail et Gauthier est au courant. Marianne Chen a tapé quelque chose sur sa tablette. Elle a marché vers l'unité 3. Elle a ouvert le panneau de disjoncteur. Ce qu'elle a trouvé là n'était pas le travail d'Électricité Mercier. Tout électricien agréé peut reconnaître ses propres installations comme un charpentier connaît ses propres assemblages. Le câblage de la cuisine de l'unité 3 avait été refait au cours des 6 derniers mois. Fil de calibre incorrect sur un circuit de 20 ampères. Pas de protection différentielle sur les prises de comptoir. Une boîte de jonction nue avec du cuivre exposé touchant le boîtier métallique. Le travail de Thierry. Un travail dangereux. Le genre de travail qui déclenche des incendies dans les murs à 2 heures du matin pendant que les familles dorment. Monsieur Ashby, a dit Marianne Chen, se tournant vers Léon, ce panneau a été modifié par quelqu'un qui n'est pas l'électricien agréé. Le travail n'est pas autorisé et ne respecte pas le code.
Je signale l'unité 3 pour fermeture immédiate et j'émets des citations sur les 4 unités pour modification non autorisée. Amende totale sinon corrigée dans les 30 jours, 14 500 €. Dana Whitfield a posé sa tasse de café sur la rampe du Porsche. Cela signifie-t-il que nous n'avons pas à payer le loyer ce mois-ci, a-t-elle demandé. Léon n'a pas pu répondre. Thierry a commencé à parler vite. Gauthier m'a monté un coup. Il m'a dit d'utiliser sa licence. C'est tout lui. C'est lui qui m'a donné les travaux. C'est un mensonge, a dit ma voix à côté de la Peugeot de Bernard. Plate, sans colère. La plainte a été déposée par moi. Le conseil des licences a les factures de fourniture Henri avec ton nom dessus et mon numéro de licence que tu n'as jamais eu la permission d'utiliser. Tu mens, a dit Thierry. Léon, dis-leur. Dis-leur que Gauthier m'a donné la permission. Léon a regardé Thierry, puis m'a regardé, puis a regardé le sol. Il n'a pas dit un mot parce que la réponse était la vérité, et la vérité était que Thierry n'avait jamais demandé la permission, et que Léon n'avait jamais pris la peine de vérifier. Monsieur Voss, a dit l'agent Fournier, je vous conseille de cesser de parler. Un rapport formel est déposé auprès du Conseil des licences, et tout ce que vous direz ici est documenté. La bouche de Thierry s'est fermée, ses mains sont allées dans ses poches, puis sont ressorties. Puis sont allées derrière son dos. Il n'avait nulle part où les mettre parce que chaque position le faisait ressembler à ce qu'il était. Un homme sans titre de compétence se tenant à côté d'un travail qui aurait pu tuer quelqu'un. Pauline n'était pas là. Elle n'était pas venue. Elle avait envoyé Thierry à la place, comme elle envoyait toujours quelqu'un d'autre pour s'occuper de ce qu'elle ne voulait pas toucher. Léon s'est tourné vers moi. Ses yeux étaient humides. Ses mains tremblaient. Il a attrapé mon bras et s'est accroché comme un homme qui sent le courant le tirer vers un endroit dont il ne peut pas revenir. J'ai construit ces propriétés pour ta mère, a-t-il dit. Sa voix s'est brisée sur le mot « mère ». Tout ce que j'ai fait était pour sa mémoire. Tu détruis ce qu'elle voulait. Hélène voulait cette famille unie. Elle voulait que Pauline soit prise en charge. Elle voulait que les propriétés restent dans la famille. Tu craches sur sa tombe. Le bras est resté immobile. Sa prise s'est relâchée d'elle-même, comme une main lâche prise quand elle réalise que la chose qu'elle tient ne va pas plier. Puis le siège arrière du camion a produit une seule page photocopiée. La police métropole avec les désignations de bénéficiaires originales, les noms des 2 enfants entourés de rouge et agrafés derrière, le formulaire de changement, la signature tremblante, le témoin unique, la date des soins palliatifs, la page est allée dans sa main. Ses yeux sont allés vers les noms entourés. Sa bouche s'est ouverte. Aucun son n'est sorti. La bague de maman, son assurance, le travail de son fils. Tu as tout vendu. La bague est allée à Pauline. L'argent est allé à toi. Pas de voix élevée, pas de pas en avant. Livré comme on lit un total de factures à un client qui sait que le numéro est correct et n'a plus de moyen de le contester. Les locataires regardaient. Marianne Chen écrivait. Fournier prenait des notes. Bernard se tenait les bras croisés. Et pour la première fois en 34 ans, des larmes coulaient sur le visage d'un homme qui avait livré du courrier par temps d'orage, des funérailles. En juillet, par la chaleur pendant 3 décennies sans se plaindre. Bernard ne pleurait pas pour Léon. Il pleurait pour Hélène. Le camion a démarré, l'a laissé vider. Le trajet de retour a pris 14 minutes. Les conséquences sont venues par couche. Et chaque couche était une scène. La couche financière a frappé la première avec la fermeture de l'unité 3 et des citations sur les 4 propriétés. 2 locataires ont exercé leur droit de retenir le loyer tant que les violations n'étaient pas corrigées. La famille Okafor et Dana Whitfield. 4 200 € par mois disparus. Le paiement hypothécaire de Léon sur les propriétés était de 3 100 € par mois. Sans les revenus locatifs, le paiement dû a rebondi. La banque a envoyé une lettre recommandée. Elle est arrivée un mardi et le voisin de Léon l'a vu assis sur les marches du Porsche la lisant sans bouger pendant 35 minutes. Ruth Callaway a déposé l'action civile et la litispendance le lundi après-midi. Demande de fiducie constructive sur les propriétés achetées avec les produits d'assurance contestés plus enrichissement sans cause pour le travail documenté. La société de titres s'occupant du transfert à Pauline a appelé et a dit que l'accord ne pouvait pas se faire. La charge sur le titre devait être résolue en premier. Pauline a appelé une fois.
Son message vocal durait 47 secondes. La seule phrase qui est restée était « Tu ruines tout à cause d'une bague ». Elle n'a pas mentionné Noah. Elle n'a pas mentionné l'assurance. Elle n'a pas mentionné Thierry. Juste la bague. La couche sociale est venue ensuite. Le rapport d'inspection de Marianne Chen était un document public. Dana Whitfield l'a partagé avec 2 autres locataires de l'immeuble adjacent. En une semaine, le nom de Léon est apparu dans un message de groupe Facebook intitulé « Le propriétaire de Gambetta échoue à l'inspection de la ville ». Les locataires sont invités à tout documenter. 43 commentaires. Aucune réponse de Léon. Le message a été partagé 9 fois. 3 locataires des autres unités ont appelé pour demander si leur baux était menacé. L'enquête du Conseil des licences concernant Thierry a débuté le 3e jour. Au 12e jour, le Conseil a confirmé 41 travaux non autorisés. Thierry a reçu une lettre de cessation et d'abstention et un avis de référence pénale potentiel au procureur du comté pour entrepreneuriat sans licence. 3 de ses anciens clients ont contacté le Conseil après avoir vu l'avis d'enquête. L'une d'entre elles, une femme de Boisjoli dont la cuisine avait été recablée par Thierry, a engagé son propre inspecteur. L'inspecteur a trouvé 2 circuits fonctionnant avec un fil sous-dimensionné et sans protection de défaut de terre. Elle a déposé une plainte distincte. Le camion de Thierry était garé dans l'allée de Pauline avec l'aimant, service électrique Voss, décollé, mais le contour adhésif toujours visible. Un fantôme d'une entreprise qui n'avait jamais été réelle. La carrière de consultant qu'il avait inventée pour les conversations à table était maintenant un dossier à son nom sur le bureau du procureur du comté. Oncle Bernard est allé chez Pauline un jeudi soir, 3 semaines après l'inspection. Il lui a parlé de la bague. Il lui a dit ce qu'Hélène avait voulu. Il lui a montré la carte d'estimation avec l'écriture d'Hélène signée et datée, témoignée par Bernard lui-même. La bague appartenait au père du premier petit enfant, comme Hélène l'avait écrit, où elle irait dans un coffre-fort sous le contrôle de Bernard, et les enfants de Pauline ne la verraient jamais. Cette bague était un cadeau, a dit Pauline. Papa me l'a donnée. Ta mère ne l'a pas donnée à ton père pour qu'il la donne, a dit Bernard. Elle a écrit l'instruction elle-même. Tu peux voir son écriture. Tu peux voir mon nom comme témoin. La bague va à Gauthier ou elle va dans un coffre. Ton choix. Pauline a rendu la bague dans l'heure. Elle ne l'a pas livrée elle-même. Elle l'a laissée dans une boîte en velours sur le seuil de Bernard, a sonné à la porte et est partie. La couche émotionnelle est celle qui pèse le plus lourd. 3 semaines après l'inspection, un samedi matin, Bernard a appelé et a dit que Léon était assis dans la cabine de son camion dans l'allée de l'unité 1 depuis plus d'1 heure. Moteur éteint. Les 2 mains sur le volant, n'écoutant pas la radio, ne regardant pas son téléphone, juste fixant à travers le pare-brise un bâtiment qu'il ne pouvait pas entrer, ne pouvait pas louer, ne pouvait pas vendre et ne pouvait pas transférer. Les locataires avaient cessé de regarder par leurs fenêtres. Les rideaux de l'unité 2 étaient tirés. Le bâtiment semblait retenir son souffle, et l'homme dans le camion semblait avoir oublié comment respirer lui-même. Bernard a dit que le visage de Léon n'était pas en colère. Il était vide. Le visage d'un homme qui a passé 8 ans à se raconter une histoire sur qui il est. Et l'histoire venait de se terminer. Et le silence après elle est plus assourdissant que tout ce qu'il a jamais entendu. Léon n'a pas appelé. Il n'a pas envoyé de message. Il n'est plus apparu sur le porche. Il a dit à Bernard qu'il donnait de l'espace à Gauthier. Bernard l'a rapporté sans commentaire. L'espace n'était pas ce qui se passait. Léon était assis dans l'épave d'un récit qu'il avait construit avec de l'argent volé et du travail impayé. Le récit où il était le patriarche qui maintenait tout ensemble. L'homme qui faisait les investissements intelligents. Le père qui faisait tourner la famille, mais le fils qui tirait les fils était celui qui maintenait les lumières allumées. Le patriarche fixait des fenêtres sombres dans des bâtiments que l'argent de sa femme décédée avait achetés et que l'habileté de son fils vivant avait entretenu. Et ces 2 dettes étaient maintenant inscrites au rôle où il ne pouvait pas les rejeter. Nous sommes en août maintenant. Les unités sont toujours signalées. Léon a engagé un nouvel électricien agréé pour refaire le travail de Thierry dans l'unité 3. Le devis s'élevait à 9 200 €. Il l'a payé sur ses économies parce que le loyer ne rentrait pas et que l'hypothèque était déjà en retard. La litispendance de Ruth Callaway est toujours sur le titre. L'affaire n'est pas réglée. Il n'y a pas d'urgence.
Pauline a posté une photo sur Instagram la semaine dernière. Des vacances à la plage avec Thierry et Zoé. Pas de bague à son doigt. Pas de légende. 41 likes. Aucun commentaire de Léon. Noah a commencé la 2e année ce mois-ci. Il a rapporté un dessin le premier jour. Une maison avec des lumières jaunes à chaque fenêtre. Chaque fenêtre. Pas une seule pièce sombre. Cécile l'a mis sur le réfrigérateur à côté du marque-page vide. Et elle est restée là à le regarder longtemps avant de se retourner et de dire « Il a dessiné notre maison, Gauthier. Regarde toutes les lumières. Le porche arrière est chaud ce soir. » Noah est assis à côté de son père, mangeant un sandwich au beurre de cacahuète sur une assiette propre. L'assiette est sur un set de table que Cécile a posé parce que Cécile fait des choses comme ça sans qu'on le lui demande parce qu'elle a toujours fait les choses discrètes qui maintiennent une maison ensemble. Et chacune de ces choses importe plus que de ranger des livres, quoi que Léon en pense. Sur la rampe, une petite boîte en velours. À l'intérieur, un anneau en platine avec un saphir unique. La pierre capte la lumière de fin d'après-midi et projette un petit point bleu sur le bois. La même couleur que les fleurs qu'Hélène a brodées sur une serviette de cuisine il y a 30 ans. Le téléphone vibre. L'écran affiche Léon. Il est posé face contre terre sur la rampe à côté de la bague. Noah prend une autre bouchée de son sandwich. Pas de boue, pas de saleté. Personne ne va le jeter. Et les lumières de cette maison fonctionnent parce que l'homme qui les a câblées vit ici. Chaque pièce éclairée, chaque circuit propre, chaque connexion stable. Ce n'est pas une vengeance. C'est juste un fait.